Est ingénieure de recherche au sein du laboratoire de recherche communautaire Coalition Plus, où elle travaille avec des associations membres sur différents projets de recherche autour de la prévention du VIH, SIDA et l'accès aux soins des personnes concernées. Elle est diplômée d'une thèse en épidémiologie sociale de l'université Pierre et Marie Curie et ses recherches ont porté sur la situation d'emploi des personnes vivant avec le VIH en France au cours des années 2000 et sur les trajectoires professionnelles des immigrés d'Afrique subsaharienne dont elle va nous parler, avec une présentation qui s'intitule « Enjeux méthodologiques de l'étude du déclassement professionnel des immigrés en lien avec la santé, un exemple dans le cas des immigrés d'Afrique subsaharienne à partir de l'enquête parcours ». Je te laisse la parole. Comme Anne l'a présenté, donc moi j'ai fait une entrée sur le déclassement professionnel plutôt parce que je faisais ma thèse donc, sur la situation d'emploi des personnes qui vivent avec le VIH. C'était plutôt sur les conséquences sociales de la maladie plutôt que et donc et l'impact sur l'emploi. Et donc là, je vais vous présenter les résultats qui sont en lien avec le déclassement professionnel, comme voilà, son nom indique. Donc, et sinon aussi en termes de discipline, peut-être parce que je me situe plus. Enfin voilà, c'était une thèse en santé publique, épidémiologie sociale. Donc ça va être un plan très santé publique, épidémiologie sociale avec intro, méthode, résultat. Et donc je voulais juste revenir rapidement sur l'épidémie de VIH en France et la part des immigrés d'Afrique subsaharienne. Il y a 6000 nouvelles contaminations par an en France et 41% des nouveaux diagnostics sont faits parmi des personnes hétérosexuelles non nées à l'étranger, dont 81% sont nées en Afrique subsaharienne. Donc en gros, sur les 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, on estime qu'ils sont à peu près un peu plus d'un tiers sont issus d'Afrique subsaharienne. Cette part importante de la population immigrée au sein de la population VIH, elle est liée en partie au fait que ces populations viennent de pays à plus forte prévalence du VIH et aussi parce que l'enquête parcours, et Anne qui a travaillé dessus, et Annabelle qui est dans la salle, ont montré qu'une part importante en fait, des contaminations avait lieu finalement en France, c'était pas qu'une maladie d'importation, et que ces contaminations étaient notamment importantes dans les moments de précarité sociale. Si on s'intéresse maintenant à l'emploi parmi les personnes qui vivent avec le VIH, dès le début des années 2000, donc, il y a les premiers traitements qui arrivent dans les milieux des années 90 et début des années 2000, malgré une amélioration de l'état de santé, ont montré une plus faible participation au marché du travail des personnes vivant avec le VIH. Et cette tendance, elle s'est accentuée, elle est toujours présente au début des années 2010, malgré le fait que les personnes qui vivent avec le VIH ont une espérance de vie comparable à une personne non affectée. Et les mécanismes sous-jacents qui expliquent cette plus faible participation, c'est notamment les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui constituent la population qui vit avec le VIH, l'impact quand même du diagnostic et de l'état de santé sur le maintien de l'emploi, des discriminations et stigmatisations importantes liées au VIH, mais aussi aux autres caractéristiques sociodémographiques des personnes. Et puis aussi, c'est lié à la dégradation du marché du travail en France de manière plus générale, qui a touché de manière plus importante aussi une population de malades chroniques. Au regard, donc, on en a déjà parlé, je pense que vous connaissiez la situation et on va y revenir peut-être après dans les présentations, mais sur l'emploi des immigrés d'Afrique subsaharienne en France, voilà, donc les gens l'ont dit, ça a été montré, une insertion sur le marché du travail plus faible, notamment pour les populations d'Afrique subsaharienne, alors que c'est quand même une population qui est éduquée, et notamment la population d'Afrique subsaharienne, qui arrive en France avec un niveau d'éducation qui est un des plus élevés parmi les autres groupes d'immigrés, et la mise en évidence de ce phénomène de mobilité professionnelle descendante ou surqualification parmi la population immigrée. Et donc, si on revient au sein de la population des personnes VIH, donc pareil, un taux de chômage important au sein de la population VIH. Et c'est donc
la question qu'on s'est posée ensuite, c'était, nous, plutôt, finalement, quelles sont les trajectoires professionnelles des immigrés d'Afrique subsaharienne, et dans ces trajectoires, quel est l'impact du diagnostic VIH sur la mobilité? Est-ce que c'est aussi l'état de santé est un facteur explicatif, ou en tout cas associé au déclassement professionnel? Et donc, on s'est attaché à décrire la situation et la mobilité professionnelle des immigrés d'Afrique subsaharienne, notamment en comparant les professions qui étaient exercées avant la migration et celles qui sont exercées en France, et à essayer de mesurer le déclassement professionnel et identifier les facteurs associés à ce déclassement, et notamment l'impact du VIH. Pour ce faire, on a utilisé les données de l'enquête parcours, donc qui est pour parcours de vie, VIH, SIDA et hépatite B chez les immigrés subsahariens en Île-de-France. Donc l'originalité de l'enquête parcours et son vrai apport, c'est le fait que ce soit une enquête biographique qui a été menée auprès des immigrés d'Afrique subsaharienne. Et cette originalité du questionnaire biographique, c'est que ça permet de retracer l'ensemble des trajectoires à la fois résidentielles, professionnelles, conjugales ou de santé des individus, parce que on récoltait, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec un enquêteur, les personnes renseignaient année après année ce qu'ils faisaient, donc à la fois, donc là c'est par exemple sur l'emploi, non, enfin c'est même pas si, et donc à la fois sur l'emploi, mais aussi la situation conjugale, le pays de résidence, etc. Et 3 échantillons ont été constitués. Donc il y avait le groupe des immigrés d'Afrique subsaharienne vivant avec le VIH qui ont été recrutés dans les services de suivi d'infection VIH dans les hôpitaux, des immigrés d'Afrique subsaharienne vivant avec l'hépatite B, et un groupe de référence, que je vais appeler groupe de référence après, qui sont les immigrés d'Afrique subsaharienne sans aucune de ces pathologies, et qui ont été recrutés en médecine générale. Donc si on revient à la question du déclassement, donc Andrea, voilà, on va parler. C'est vrai que voilà, en sociologie ou en économie, on a surtout la notion de déclassement a surtout été utilisée dans une optique intergénérationnelle, de comparer la mobilité des enfants aux parents, mais on peut s'intéresser au phénomène du déclassement dans une dimension intragénérationnelle, donc au sein de la vie d'un individu. Et il y a plusieurs finalement dimensions qu'on peut investiguer. Le déclassement scolaire, qui serait plutôt en fait ce que Andrea nous a présenté, le déclassement professionnel, donc là où on va comparer les types de professions. On pourrait parler aussi de déclassement salarial ou statutaire. Nous, on s'est intéressé on s'est attaché à regarder le déclassement professionnel, et qu'on a défini comme occuper en France un emploi de statut socio-économique inférieur à celui occupé avant la migration. Mais pour ce faire, on a besoin donc d'avoir une classification internationale des professions. Et donc, grâce à l'enquête biographique, on avait donc les professions depuis que les personnes ont commencé à travailler pour chaque année. Donc, on avait les professions au pays. Et on a donc classé toutes ces professions à la fois au pays et en France selon la classification internationale des professions ISCO 2008, qui est traduite en français par CITP. Et on a 10 grands groupes de professions, au contraire des PCS, par exemple, qui sont plus utilisés en France. C'est une classification qui s'intéresse beaucoup plus aux tâches accomplies dans l'exercice de la profession, et elle ne fait pas, par contre, la différence entre salarié et non salarié et public ou privé, statut public de l'employeur. Et par exemple, voilà, sur le grand groupe 5 des personnels services directs aux particuliers, on a ensuite des sous-catégories, et donc les professions d'un parcours ont été classées jusqu'à ce degré-là de précision.
Ensuite, il s'agissait de catégoriser ces professions selon un statut socio-économique. Et on disposait de l'International Socio-Economic Index, le score ICI, qui classe en fait de manière continue toutes ces professions, qui assigne un score qui va de 10 à 90, qui donne une valeur. Et c'est un score qui a été créé à partir d'une enquête internationale sur plus de 200 000 hommes et femmes répartis dans 40 pays. Et voilà, donc on a, là c'est le score ICI pour la grande catégorie, mais au sein de chaque catégorie, en fait, il y a des grandes différences de score. Et ensuite, il fallait définir qu'est-ce qu'une trajectoire ascendante ou descendante. Et on s'est basé, donc comme Andrea l'a dit, il n'y a pas une norme sur comment définir ces trajectoires. Nous, on a fait le choix de catégoriser la population, selon la distribution des professions un an avant la migration. On a dit qu'il y avait 3 groupes égaux, et c'est cette distribution-là qui a déterminé les seuils des différents statuts socio-économiques. Et donc, et c'est comme ça qu'on a pu déterminer nos trajectoires 6 ans après l'arrivée. Donc si on était dans un statut socio-économique intermédiaire dans une profession avant la migration, et qu'on se retrouve dans une profession à statut socio-économique bas 6 ans après, on aura donc une trajectoire descendante. On appellera donc une personne qui a été déclassée. Voilà, pour juste un petit exemple, par exemple, les commerçants, vendeurs en magasin vont être classés, c'est la catégorie ISCO 522, ils vont être catégorisés en statut socio-économique intermédiaire. Les aides de ménage et agents d'entretien vont, eux, être catégorisés dans les professions à statut socio-économique bas. Donc voilà, là c'était les trucs très techniques sur le déclassement, mais je pense que c'était ça qu'il y avait besoin. Et là je vais vous présenter donc les résultats. Forcément, vu qu'on se base sur les professions avant la migration, on a dû restreindre notre population d'études aux personnes qui étaient en emploi avant la migration. Et on a, pour chaque sexe, comparé le groupe VIH et le groupe de référence. Donc on a regardé la situation professionnelle pré-migratoire, l'insertion sur le marché du travail, on a mesuré le déclassement, et on a cherché à identifier les facteurs associés au déclassement avec des modèles de régression de Poisson, en essayant de mettre en évidence le rôle du VIH et ajuster sur un certain nombre de facteurs sociodémographiques et migratoires. La population d'études, donc juste rapidement, les hommes, donc 1 an avant la migration, les hommes du groupe VIH et les hommes du groupe de référence, ils sont sensiblement différents au niveau de l'âge. Les hommes du groupe VIH arrivent en fait plus âgés, et ils ont migré pour des raisons un peu différentes quand même, mais 44% des hommes ont migré pour chercher un emploi, mais les hommes VIH ont migré un peu moins pour cause de menaces par rapport aux autres hommes, et un peu plus pour des raisons médicales, mais ça reste quand même seulement 1 homme sur 10 du groupe VIH. Et par contre, ils sont similaires en termes de niveau d'éducation. Ils arrivent, les hommes d'Afrique subsaharienne, avec un quart aucune étude au niveau primaire, mais quand même un quart avec un niveau d'études de niveau supérieur. Et ils sont arrivés en médiane au début des années 2000. Et au regard des femmes, donc les femmes du groupe VIH, elles sont arrivées plus récemment que celles du groupe de référence. Et elles sont arrivées plus dans le cadre de migration autonome, plus pour venir chercher un emploi, que les femmes du groupe de référence qui, elles, sont plus venues dans le cadre du regroupement familial. Et par contre, elles sont arrivées au même âge, à 27 ans, en médiane, et avec des niveaux d'études similaires. Pareil, un quart avec aucune étude au niveau primaire et 60% à un niveau secondaire. Donc, 1 an avant la migration, en fait, la majorité sont en emploi, chez les hommes comme chez les femmes, avec
un niveau, donc en vert, l'emploi, des niveaux d'emploi supérieurs chez les hommes que chez les femmes. L'instabilité professionnelle, ça recoupe en fait les années où les gens ont déclaré beaucoup de petits boulots ou beaucoup de transitions entre le non-emploi et l'emploi, et que du coup c'était difficile à catégoriser. Donc ça s'appelle, voilà, on l'appelait instabilité professionnelle. On a des inactifs qui peuvent être des retraités ou des femmes au foyer et des étudiants. Donc ensuite, là, mes analyses, elles se concentrent sur les personnes en vert, parce qu'on n'a pas pu étudier les autres. Donc là, je vais vous présenter les chronogrammes de l'insertion sur le marché du travail des hommes VIH. Je voulais vous présenter que les hommes VIH, pas ceux du groupe de référence, mais en fait, les tendances sont vraiment similaires. Et en fait, donc vous avez en bleu les différentes... Donc là, c'est parmi tous les hommes qui étaient en emploi et les différentes distributions des statuts socio-économiques des professions exercées. Et donc, parmi les hommes, ils étaient 43% un an avant l'immigration à être en emploi dans des statuts socio-économiques élevés. Et quand ils arrivent en France, on note donc une part importante d'inactivité et d'instabilité professionnelle, et donc une chute importante du taux d'emploi, et qui va augmenter plus la durée de séjour va augmenter en France. Mais on attend des taux d'emploi de 80% 6 ans après l'arrivée. Mais une distribution socio-économique, des statuts socio-économiques des professions très différente d'avant la migration, avec 60% des hommes qui exercent des professions à statut socio-économique bas, alors que c'était le cas de 27% avant la migration. Là, cette fois-ci, c'est le cas des femmes du groupe VIH. Et voilà, donc là encore, vous avez la distribution avant la migration, avec à peu près un tiers des femmes qui occupent des professions à statut socio-économique élevé, et l'arrivée en France qui marque une rupture dans les trajectoires professionnelles, car elles sont plus que 40% à travailler. Ce taux, il augmente également, plus la durée de séjour augmente, pour atteindre 70% à la 6e année. Et là, comme chez les hommes, une répartition des professions selon le statut socio-économique très différente, et une part très importante des professions à statut socio-économique bas. On peut regarder aussi dans le détail les professions qui sont exercées, et là on va retrouver ce que vous montriez ce matin, donc une concentration vraiment importante dans quelques professions. Chez les hommes, il y a 3 professions qui vont concentrer 50% des emplois, et qui sont donc dans les secteurs de la sécurité, de la restauration et du bâtiment. Et chez les femmes, la concentration est encore plus importante, puisque 3 types d'emplois concentrent 75% des professions exercées, et donc dans le service des ménages, des services à la personne avec la garde d'enfants, et des emplois d'aide-soignante ou assimilés. Donc on en vient finalement à ce taux de déclassement, et on observe que chez les hommes, le taux de déclassement se trouve autour de... il est de 44% pour les hommes du groupe VIH et de 48% pour ceux du groupe de référence. Il n'y a pas de différence qui est significative entre groupe VIH et groupe de référence. Et quand on essaye de voir l'effet du VIH ajusté sur les autres caractéristiques sociodémographiques, on voit que en fait, le VIH n'est pas un facteur en plus qui n'est pas associé au déclassement. Et pour les femmes, on trouve un taux de déclassement là aussi important et plus supérieur que chez les hommes. Pareil, on a l'impression qu'il y a une différence entre groupe VIH et groupe de référence, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Et pareil, après ajustement, on n'observe pas de différence, en tout cas entre population VIH et population de référence.
Donc en synthèse de ces résultats, ce que cette étude montre, c'est que les personnes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne donc, sont concentrées dans certains secteurs d'emploi peu qualifiés, alors que la situation professionnelle pré-migratoire est diversifiée et qu'on a affaire à une population éduquée. Donc ça, je trouve que c'est quand même un des apports de cette étude, de pouvoir montrer la situation en France au regard de ce qui s'est passé avant. Et donc, on voit un taux de déclassement professionnel important, en tout cas par rapport à nous, notre question qui ne semble pas liée, en tout cas ça, au VIH, mais plus à des caractéristiques structurelles du marché du travail, la difficulté de transférer en effet d'un marché du travail à l'autre ses compétences, ses qualifications, ainsi que ses connaissances du fonctionnement du marché du travail expliquent cette situation. Je ne vous ai pas présenté en effet les résultats détaillés des modèles sur les facteurs du déclassement, mais on montrait notamment, on avait testé le fait de rentrer que le premier emploi en France soit un emploi de statut socio-économique bas. Et c'est un peu, et ça c'était très associé au fait d'être déclassé 6 ans après l'arrivée, et ça va donc dans cette ligne de, est-ce que c'est c'est plutôt une trappe qu'un tremplin en fait. Et on en a parlé aussi, la préférence européenne ou française sur le marché du travail, elle explique forcément en partie ces résultats, parce qu'il y a quand même de nombreux emplois qui sont fermés aux populations étrangères. Et donc cette étude, elle semble indiquer que la situation défavorable des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne est plus marquée par la migration et les structures du marché du travail que par le VIH. En discussion, vraiment sur les questions méthodologiques, sur la mesure du déclassement, on en a déjà un peu parlé, mais moi, je voulais revenir, les choix qu'on a faits. Nous, on a fait ce choix de définir le déclassement par rapport à la situation un an avant la migration et de s'attacher à comparer les professions. Il y a d'autres études qui ont utilisé le score ICI et qui ont fait, s'il y a un changement de score de 1 point, vous êtes dans une trajectoire ascendante ou descendante. On se trouvait que c'était quand même très, très fin. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ces catégories, mais qui sont aussi discutables, parce qu'on les a construits a posteriori. Mais je trouve que quand même l'intérêt par rapport à regarder justement la surqualification, c'est que même si on a une population qui est éduquée, on a quand même là un quart des personnes qui arrivent qui sont sans niveau d'éducation. Donc si on ne regarde que le décalage entre éducation et profession exercée, en fait, on ne peut pas voir ces personnes qui peuvent avoir acquis des compétences professionnelles hors niveau d'éducation et qui peuvent être en situation de déclassement. On peut discuter de la question des nomenclatures internationales sur les professions. Je pense que elles ont été faites, et notamment le score ICI pour classer les professions selon le statut socio-économique. Je ne suis pas sûre qu'elles prennent forcément bien en compte le contexte africain. Donc ça, c'est sûr que c'est potentiellement un biais. Il y a en effet la question de la temporalité. Là, nous, on s'est basé sur 6 ans après la migration. Parce que les travaux de Anne, notamment, avaient montré que les personnes mettent 6 ans à s'installer en France, c'est-à-dire avoir un logement, avoir des papiers, avoir un emploi. Il faudrait sûrement regarder également sur le plus long terme. Après, on va aussi avoir des biais statistiques. Sur la question de l'impact du VIH sur les trajectoires professionnelles, il y a aussi des biais parce que là, on a constitué le groupe VIH en tant que tel, alors qu'ils n'ont pas tous été forcément diagnostiqués au même moment de la migration. Et ça, ce serait des choses à améliorer dans des analyses futures et aussi à mieux prendre en compte l'évolution de la maladie et en tout cas dans le cas du VIH
les comorbidités croissantes et puis le ressenti des personnes sur leur maladie. Et enfin, voilà, je crois que moi, c'est vraiment une question que je me pose. Hein, donc, Andrea, elle disait que la question de l'auto-perception du déclassement était finalement peut-être pas une bonne mesure au regard de la santé. Moi, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais bien aimé savoir ça. En tout cas, dans l'enquête parcours, voilà, on a créé ces trajectoires. Mais comme vous le disiez aussi ce matin, comment les gens se perçoivent, je pense que c'est assez important. En tout cas, si on est dans une optique de quel est l'impact sur la santé. Voilà, et ça pose donc la question quand même de la valorisation et de la prise en compte et comment on fait pour mieux prendre en compte les expériences professionnelles et de l'éducation acquise avant la migration, et je pense de mieux le valoriser. Et moi, dans le cadre de la maladie chronique, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une question à se poser sur les dispositifs actuels qui sont faits pour les personnes qui peuvent avoir la reconnaissance de travailleurs handicapés, pour le maintien dans l'emploi, qui sont pas forcément adaptés et où je pense qu'on gagnerait en fait pour les travailleurs à avoir plus de fluidité, de pouvoir passer entre le non-emploi et l'emploi. En tout cas, pour les personnes, c'est très compliqué ils peuvent avoir l'allocation adulte handicapé, on peut leur proposer un emploi de 6 mois, mais en fait, ils ne vont pas oser le prendre parce qu'après, ça va être très compliqué, ils vont avoir des ruptures d'allocation, les délais pour refaire les dossiers sont assez longs. Et voilà. Et après, ça pose la question aussi sur les risques psychosociaux, au vu des emplois qui sont décrits et des secteurs d'activité, comment on peut aménager ces emplois, comment on fait pour, dans le cas de la maladie chronique encore plus, si on doit, est-ce que c'est possible d'aménager des temps de travail quand on doit les garder des enfants à 16h30 ? En fait, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre voilà, ce sera toujours 16h30, quoi. Donc voilà, c'est ces questions, je n'ai pas toujours de réponse, mais c'est peut-être pour la discussion avec tout le monde. Voilà. Et voilà, je remercie parce que ces travaux ont été faits au sein de l'équipe du CEPED, financés par la NRS, avec le groupe Parcours. Voilà.